réalisé vos rêves ou pas? Oui. Voilà, ça fait plaisir. Une chose qu'elle a dit très importante, c'est les regrets, en fait. Les regrets. Donc, en fait, quand il y a eu le déclic, le fameux déclic, je me suis dit, ok, Mehdi, t'as 20 ans, quand t'auras 40 ans, qu'est-ce que t'as envie de dire, à ta famille, tes gosses, tes neveux, etc. Et c'est ça la question, c'est et posez-vous cette question dans 10 ans, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à vos proches? Et aujourd'hui, sans prétention, alhamdoulilah, que je vais participer avec beaucoup d'associations, etc., je peux dire que j'ai fait beaucoup plus que certains de 40 ans. Et vous avez fait beaucoup plus que certains de 40 ans, de 50 ans. D'alto beaucoup plus, parce que, vous pensez à l'avenir, donc vous êtes convaincu que les leaders de demain, c'est vous, et ça c'est excellent. Et c'est pour ça que parfois on est un petit comité réduit, mais ça fait rien. Mais pour arriver à ce point-là, il faut réussir. Pour réussir, il y a des facteurs. Des facteurs, différents facteurs. C'est pour ça que notre prochain intervenant, je vous prie de l'applaudir, qui va nous parler des facteurs de réussite, et c'est pareil. C'est pareil. Salam donc la présentation ce sera sur les facteurs de la réussite. En fait, c'est des points que j'ai essayé de rassembler et qui me paraissent en fait des facteurs importants pour la réussite. En fait, je me présente donc par rapport à ce que je fais. En fait, je suis doctorant à l'USTHB, donc je passe mon doctorat. Donc je suis dans ma 4e année. Et je fais beaucoup de choses en même temps, donc c'est un peu problématique. Donc, j'essaie de monter une entreprise qui s'appelle Asigna. Asigna, c'est en amazigh qui veut dire nuage au cloud. Donc, c'est une petite entreprise que je suis en train de monter. Et à travers ça, j'essaie de faire du consulting. En même temps, j'essaie de me concentrer sur la recherche. En fait, mon objectif, il est double. En fait, de rester en Algérie et de développer des choses qui sont innovantes à l'échelle internationale. Et donc c'est difficile d'atteindre cet objectif-là, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Donc on essaie de réfléchir quelles sont les étapes à faire. Donc c'est un challenge que je me suis fixé. Donc j'ai contribué à des clubs et des associations. Je suis cofondateur du club Open Minds, je ne sais pas si vous le connaissez. La devise c'est « ceux qui ne se partagent pas se perdent ». En fait, on était des étudiants, j'étais en 4e année ingénieur. Et donc, c'était une contribution sociale. Je fais partie du réseau TopTal. En fait, TopTal, c'est une société américaine qui recrute les 3%, bon, c'est les statistiques, les 3% top développeurs dans le monde. Donc, on est 1000 développeurs dans le monde. Donc des États-Unis, de tout le pays. Donc on a le privilège en fait de travailler sur des projets intéressants. Donc en ce moment je travaille sur un site pour les produits de bébés. Donc, ce qui est bizarre c'est que le client il habite habitait à Vanuatu. Je ne sais pas si vous connaissez Vanuatu. C'est une île c'est à peu près dans ligne horaire de la Nouvelle-Calédonie, c'est autour de l'Australie. Bon, le X, c'est qu'il y avait une tempête il y a quelques temps de cela, donc il était obligé de changer. Donc, c'est une femme qui s'intéresse à développer cette solution. Et voilà. Et j'ai contribué à la 3e version de Emploatic.com. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, j'ai travaillé, bon, c'est bizarre de le dire, j'ai travaillé ce qu'on appelle les champs. Les textes, les selects, bon, c'est des champs de formulaire. En fait, pour les gens qui font du développement, en fait, quand on développe des sites, on a des champs qui sont par défaut, que le navigateur vous donne. Ok? Donc vous pouvez le mettre. Le X, c'est que ces champs-là ne sont pas beaux. Donc il n'y a pas de design avancé par rapport à ces champs-là. Donc Emploatic a essayé de développer, en fait, ce que j'ai contribué à avoir des champs qui sont beaux, mais il fallait gérer tout ce que le navigateur gérait à la place du développeur. Et on a réussi à faire un vraiment produit que, bon, malheureusement, ils n'ont pas encore choisi de le rendre open source, mais qui concurrençait encore, c'est-à-dire, il est en avance avec d'autres champs qui existent déjà.
qui utilisent Custom Select, etc. À part ça, et dans tout ça, je suis en fait marié, j'ai deux enfants, donc c'est difficile de gérer tous ces jeux comme ça. Bon, avec l'aide de mes parents, parce que je suis avec mes parents. Il le faut. Et je fais de l'enseignement. Ce qui est bien, c'est que quand j'enseigne ce que je fais. En fait, quand je fais de l'enseignement, j'enseigne dans le domaine du web. C'est-à-dire, ce que je fais de façon professionnelle, c'est ce que j'enseigne et c'est ce que je fais dans la recherche. C'est le même cœur de métier que j'essaie d'appliquer dans les différentes parties. Mais je pense que c'est très important. Donc, je commence par le premier point, c'est la passion. Mon prof de primaire m'a posé une question. Il m'a dit, que vous voulez faire quand vous serez grand? Moi, à l'âge de 10 ans, bon, à peu près, j'ai dit, je veux être un inventeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être un inventeur? C'est faire de la création. Il y a l'aspect artistique, en fait. En même temps, il y a l'aspect technologique. Donc, c'est ça ce qui m'inspire. Donc, j'aime bien tout ce qui est design, création, mais pour faire un produit technologique. Donc, ça, c'est une passion. Chacun a une passion qui lui est particulière. Mais si tu fait de la cuisine, ce n'est pas une bonne passion. Non, il faut laisser les gens faire leur passion parce que le potentiel, il est dans cette passion-là. C'est le moteur. Ça, c'est Steve Jobs qui l'a dit. Si vous avez une passion pour faire quelque chose, vous aurez la patience et la persévérance d'endurer tout ce qu'il y a en cours de route pour arriver à cette passion, à ces objectifs-là. Et troisième question, première question, c'est est-ce que nos enfants suivent vraiment leur passion? Parce qu'on voit que c'est pas tout le monde qui a de la chance, c'est que j'ai vu des gens, par exemple, dans des familles algériennes, qui aiment faire des dessins, etc. Ils ont une certaine fibre artistique. Pas qu'ils disent, donc c'est ça, on laisse pas les gens, en fait, parce que le potentiel artistique, il est là. Oui, ça, c'est bien. On peut faire des beaux-arts, etc. Mais il faut se dire aussi que les aspects artistiques se retrouvent, et on le sait maintenant, par l'évolution de l'informatique, qui se retrouvent dans les produits technologiques. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai une certaine passion, que je ne peux pas gagner de l'argent avec. Donc, il faudra, après avoir cette passion à suivre, avoir une vision qui vous permet d'exploiter cette passion pour avoir quelque chose de concret. Parce que tout est question d'économie. Il faut avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire ce qu'on aime, mais en même temps, il faut exister en tant qu'être. Il faut vivre de ce qu'on fait, de ce qu'on aime. Donc il faut réfléchir les deux. C'est difficile. Donc, je me dis une vision, c'est un objectif qui est difficile à atteindre, mais qui est intéressant. Ok? Et une vision, c'est ça. Une vision se découvre. C'est pas quelque chose notre massement dit ah c'est ça. Non, se découvre. Allez, parce que au début on ne sait pas ce qu'on aime. C'est les expériences qui vont nous dire est-ce que c'est quelque chose qui nous convient ou non. Mais il faut le découvrir. Après, si vous fixez un objectif, ça peut être dans un cadre de recherche, dans un cadre. Donc, vous avez une vision. Si vous atteignez le début de cette vision, c'est-à-dire 30%, c'est bon. Je me dis que c'est le début de la réussite. Allez, parce que il y a un challenge. Si vous accomplissez 30%, vous allez dire on poursuit. En plus, parfois même nos objectifs sont grands. Si on a accompli un seul objectif, c'est bon. Comme dirait Google, pensez grand, commencez petit. Donc il faut aller étape par étape. Même si vous n'atteignez pas votre objectif, vous allez atteindre quelques objectifs en cours de route. Ah, oui. Quand on discute avec quelqu'un, comment peut-on savoir si sa vision est claire ou non? Parce que plus la vision est claire, plus on sait que cette personne-là est proche de son objectif. Parfois, il y a des visions qui ne peuvent pas être comprises par les gens.
par exemple, quand je fais de la recherche, qu'il y a des choses qui n'ont pas été tentées auparavant. Donc vous allez dire, voici ma vision, qu'est-ce que vous essayez de faire? C'est bizarre, non, laissez-la. Ok? Donc, le challenge, c'est faire apparaître cette vision claire, accomplir une partie de cette vision et continuer. Donc, il faut persévérer pour atteindre cette vision-là. Et là, c'est une expérience personnelle. En 2010, alors que j'étais pendant mon ingénieur, en même temps avec OpenMinds, c'était la galère, j'ai commencé à faire une recherche dans le cadre de mon ingénieur. J'avais une vision. Ma vision, c'était comment rendre, bon, c'était dans le domaine de la recherche, c'était les calculs scientifiques, comment les rendre plus interactifs. C'était ça la vision. Après, j'ai passé en fait 2 ans en train de circuler dans le concept. Ça ne m'a pas empêché de publier certains articles. Parce que même un début de concept, on peut publier, on peut argumenter, etc. Mais c'est qu'en 2013 que j'ai pu trouver le bon chemin de recherche. C'est-à-dire, je me suis fixé un chemin. Fin 2014, avec l'équipe, nous avons eu les premiers résultats intéressants. C'était, bon, c'est un peu technique, mais pour les gens qui vont comprendre ce que je vais dire, on a travaillé sur le parallélisme dans les navigateurs web. C'est un peu bizarre pour ceux qui vont entendre ça, mais c'est ça ce qu'on a fait. Et donc, on a un point très important. C'est que fin 2014, quand j'ai commencé, quand j'ai fixé le chemin, c'était en 2013. Le paradoxe, c'est qu'en 2013, il n'y avait aucun article de recherche par rapport à ce que j'ai essayé de faire. Aucun article de recherche. En 2014, fin 2014, je refais ma recherche dans Google Scholar et d'autres, et je revois, il y avait 2-3 articles. Mais chaque article se concentrait sur un point qui, pour nous, on a englobé les 3 points pour une application particulière, c'était les imageries médicales, parce qu'on fait de la recherche sur le cerveau. Et donc, quand vous faites face à des problèmes difficiles, gardez à l'esprit que peut-être vous êtes les premiers à oser faire ça. Ok? Si quelqu'un vous dit non, c'est impossible, il faut se reposer la question, est-ce que vraiment il dit parce qu'il le sait ou parce que c'est un doute personnel? Parce que parfois, il n'y a personne dans ce monde pour vous dire que c'est impossible. Par rapport à son savoir, par rapport à son expérience. Parce que la technologie avance. Et chaque étape, chaque année, on essaie de faire pousser cette limite technologique. Ok? La persévérance ne veut pas dire foncer dans le mur. Non, c'est pas ça la persévérance. La persévérance, c'est se reposer la même question et se dire, est-ce que je suis près de ma vision? Est-ce que je dois abandonner certaines idées? Est-ce que je dois me réorienter? En fait, pendant la recherche, à chaque fois, il y a des développements technologiques qui se passent en même temps. Hop, à un moment donné, le développement technologique avec la vision que je voulais faire était en accord. Il y avait des développements dans le navigateur, etc. Et certaines idées, je les ai mises de côté parce qu'elles étaient très compliquées à les faire. Et deuxièmement, les premières idées sur lesquelles je me suis concentré ont plus de valeur. Donc ils donnent plus de valeur. Donc, on laisse les autres idées après, mais maintenant, on va se concentrer sur ça. Donc, la persévérance, c'est à chaque fois se reposer la même question et de continuer le chemin, mais à chaque fois, il faut c'est-à-dire se réorienter pour avoir le bon chemin. Il faut être en écoute. La persévérance implique que vous êtes en écoute de l'environnement. Vous pouvez persévérer à atteindre la vision. Parce que l'idée initiale n'est pas... C'est ça, on persévère parce qu'on n'a pas tous les éléments, parce qu'on ne comprend pas tous les éléments. C'est pour ça que ça nous prend beaucoup de temps. Et donc, le temps n'est pas important. Parce que quand vous allez atteindre les 30%, après,
c'est bon, vous avez le courage de poursuivre. C'est le début, c'est déjà important. Et c'est un effort quotidien. C'est ça le plus important parce que c'est la discipline qu'on n'arrive pas à avoir pour continuer dans cette vision. Voilà. Ça m'a fait remonter le moral, ce schéma-là. En fait, c'est un article scientifique qui s'intitule From Labs to Market, du laboratoire au marché. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est que de 5 à 20 ans, on passe de 5 à 20 ans dans ce qu'on appelle le R&D, recherche et développement. Après, on passe 3 ans à 10 ans pour faire des premiers prototypes. 1 à 3 ans pour développer la technologie et 2 à 5 ans pour faire le manufacturing, pour produire des produits technologiques. Si je me fixe une recherche qui est innovante, je ne vais pas m'attendre pour demain d'avoir un produit que je vais vendre par exemple à des milliards. Il y a des choses qui prennent du temps. Ça, c'est une étude sur certains produits technologiques et c'est là le résultat qu'ils ont eu. Donc, le temps, il faut passer du temps. Maintenant, on a commencé par ce qui est conceptuel. Maintenant, l'étape, on a fait le prototype et on s'oriente vers des produits parce qu'on est en sein d'équipe, on va essayer de développer des outils qui vont permettre de faire des vrais produits logiciels pour les machines. Donc, il y a des étapes qu'on ne peut pas brûler. Okay? Donc, il faut toujours se poser des questions. On avance. Ça fait partie de la persévérance. Hein? Ça prend du temps. C'est persévérer. C'est ça la persévérance. Ça a été dit par Steve Jobs. C'est que c'est facile de se dire, si je prends l'histoire d'une personne qui a réussi. C'est facile de dire, il a réussi parce qu'il y avait ça, avec ça, qui a travaillé sur le fait que cette personne a réussi. Mais c'est difficile de rassembler ces points dans le futur. Quand on réussit, c'est simple de dire, parce qu'il a fait ça. Mais quand on veut réussir, les points, ils sont un peu partout. Mais il faut œuvrer pour faire rassembler ces points et atteindre l'objectif. C'est ça ce qu'il essaie de faire. So vous devez faire confiance, c'est très important. Que ces points vont rassembler à un moment donné. Et c'est ça. Quand j'ai commencé la recherche, j'ai pas le temps pour détailler, mais ça a commencé par quelque chose de pourri, c'est expérimental. Mais le fait de réitérer, de reposer la question, c'est-à-dire il y a quelque chose d'intéressant, on peut avoir un chemin intéressant sur ça. Ok. Voilà, ça c'est un autre point. C'est une expérience personnelle. En fait, à l'âge de 12 ans, avec une discussion avec mon père, j'ai posé la question comment on fait les programmes. On avait un ordinateur à la maison, il m'a parlé de Pascal basique. Et à un moment donné, dans Windows, il y avait un truc qui vous permet de faire du basique. Et on avait des livres à la maison pour faire de la programmation. J'ai commencé à programmer. Mon objectif était de faire un jeu. C'était à l'âge de 2 ans. C'est qu'à l'âge de 18 ans que j'ai pu accomplir ce rêve. Enfin, à chaque fois, je réussis et j'essaie de comprendre. Mais il y avait quelque chose qui me manquait. Il y avait un document qui m'expliquait très bien c'est quoi la programmation, alors que je savais c'est quoi le livre, c'est quoi le loi. Je ne savais pas pourquoi, comment. Je me suis dit que c'était juste le début, alors que j'avais tout ce que j'ai besoin entre mes mains. Donc, il y a un point très important. Ce qui me manquait, j'avais la persévérance. J'ai persévéré, mais il y avait un point qui me manquait. C'est la connaissance. On ne peut pas avancer sans connaissance. Il y a des opportunités qui vont venir. Mais vous allez prendre ces opportunités si vous avez les connaissances et les compétences. Mais avant d'avoir l'opportunité, il faut préparer pour ces opportunités, pour ces points qui vont se rassembler à un moment donné. Donc, la connaissance, elle va refléter la maîtrise de votre sujet et vous aide à générer de bonnes idées. Ok? Et on ne sait pas a priori, c'est important, l'impact d'une idée, d'une conscience et d'un savoir. Par exemple, j'ai travaillé avec Emploatic et j'avais la recherche de côté. Je travaillais sur la recherche en même temps avec Emploatic.
Quand j'ai travaillé avec informatique, il y avait un système qu'on appelle un système de validation qui permet de dire, par exemple, quand vous tapez sur un champ, qu'il devient rouge quand le champ est invalide. En fait, le système qu'on a utilisé, comme on a conçu, avec une inspiration d'un collègue, je me suis dit, ah, si j'applique cette idée dans la recherche, ça devrait être intéressant. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'ai refait tout mon système que j'ai fait dans la recherche à travers de mon inspiration dans mon travail dans une entreprise. Donc, les idées, on ne peut pas savoir comment ils vont s'assembler. Donc, il faut toujours apprendre, il faut toujours avoir au quotidien quelque chose à lire. Maintenant, ce que je proposerais, c'est planifier les connaissances. C'est-à-dire, vous avez les connaissances que vous avez besoin de faire maintenant. Et vous avez par exemple des projets que vous voulez lancer dans une année. Donc il faut prendre un peu de temps de préparer pour ce projet-là. Donc il y a des connaissances applicables à moyen terme. Et le troisième point, connaissances en dehors de votre cercle de confort. Il y a toujours des inspirations. Donc il faut lire sur l'économie, sur la littérature, sur les langues. Donc il faut s'enrichir pour avoir les connaissances qui vont vous permettre de proposer de bonnes idées. Ok? Quand vous êtes vous avez la connaissance, vous avez les compétences, mais ce n'est pas suffisant. La communauté est un point important. Et c'est pour ça que j'ai œuvré pour Open Minds. Et j'essaie d'atteindre ce genre d'événement. Ok? Parce que l'individu, il peut atteindre un certain niveau. Mais, par exemple, dans la recherche, je peux développer un outil, un deuxième outil. Mais si on veut, par exemple, créer un ensemble d'outils riches au sein de notre laboratoire, donc nous avons une équipe. Et on va essayer de créer quelque chose d'intéressant, de dépasser encore plus d'autres équipes. Et donc, une grande partie des connaissances, c'est à travers les discussions et les débats entre les personnes. S'il n'y avait pas informatique, s'il n'y avait pas certaines discussions, je n'aurais pas certaines inspirations. Une même idée peut être perçue de différentes manières. Tu connais quelque chose, maintenant tu le vois de différentes manières. Parfois, on se dit, ah, je ne l'ai pas vu de cette manière-là. Donc, il faut avoir un espace où on peut discuter et débattre. Très important. Les grandes idées sont créées par un groupe de personnes. Que ce soit l'informatique, soit autre chose. Il y a un ensemble de personnes qui ont créé. Jamais une seule personne. Et le point le plus important, c'est que c'est la communauté qui crée une dynamique de progrès. C'est elle qui est derrière le progrès. Et là, je vous donne un exemple. Humble Computer Club. Qui le connaît celui-là? Quelqu'un connaît le Humble Computer Club? Non, vous ne connaissez pas. C'est malheureux. Deuxième diapo. On le connaît, Humble Computer Club. C'est un ensemble de gens qui étaient passionnés, qui se rencontraient chaque samedi dans un amphi et qui discutaient autour d'un bout de ferraille qui s'appelle l'Altaïr. Hein? C'était un bout de ferraille et on a essayé de faire quelque chose d'intéressant avec un ensemble de switch. Hein? Il y avait qui était là pour atteindre ces meetings? Il y avait Steve Jobs et Wozniak, comme par hasard. Il y avait Bill Gates avec Paul Allen, comme par hasard. Comme par hasard. En fait, Bill Gates, il a développé le langage basique pour l'Altaïr. Okay? Et Wozniak et Steve Jobs, ils ont présenté leur machine, le Apple I, à l'ensemble de la communauté de Humble Computer Club. Il y avait quelqu'un qui faisait de la vente des matériels électroniques. Et donc ils ont pu négocier pour vendre les premiers Apple I. Après, bien sûr, ce n'est pas suffisant. Parce que là, ils voulaient faire le Apple II. Il faut avoir du financement. Donc c'était un long période pour avoir de l'argent. Donc la communauté, c'est bien. Mais la communauté ne peut pas faire quelque chose s'il n'y a pas un écosystème. Ce qui a aidé Steve Jobs, ce qui a aidé Bill Gates, c'est l'écosystème. À l'époque de Humble Computer Club, parce qu'ils ont lancé le PC, mais il y avait le mainframe,
Il y avait de côté, il y avait Intel, il y avait IBM, il y avait HP, parce que Wozniak qui travaillait sur HP, il a abandonné son travail à HP pour lancer le Apple. Cet écosystème avec le cadre financier a permis la traduction de l'effort communautaire en un marché. Les hommes le poussent, les hommes l'argent, c'est ça. Il faut des ressources. Il y a les ressources intellectuelles, c'est la communauté, on peut discuter, mais il y a d'autres ressources, les lois, etc. L'écosystème est la partie la plus difficile à développer. Il n'y a pas que la Silicon Valley qui a essayé de développer un pôle technologique. Il y avait New York, en Europe on trouve Berlin, mais aucune d'elles n'a pas pu en fait, rivaliser avec la Silicon Valley. Parce que l'argent circule là. C'est le premier point. Deuxième point, quand on veut recruter, par exemple, on veut développer une entreprise. Quelqu'un, bon, c'est un témoignage d'une entreprise à New York, elle dit, bon, je commence mon entreprise, je recrute 1, 2, 3, 4, 5. À partir d'un moment, je ne peux pas recruter plus parce que dans mon écosystème, je ne peux pas avoir le skill, les compétences que je veux. Parce que là, l'écosystème des compétences, il circule ici. Donc, la solution, il faut soit on identifie les points intéressants de votre système. Donc, j'entends des gens, bon, je vais créer une start-up, c'est comme Facebook, mais pour les Algériens. Ce n'est pas le même écosystème. Les États-Unis, c'est un écosystème pour consommateurs, la consommation. C'est pas en Algérie. Mais ce que vous pouvez faire, c'est étudier les secteurs d'industrie qui existent, l'informatique, essayer de voir comment vous pouvez contribuer. Alors, oui, ben, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin parce que c'est ça, c'est l'argent et le fond, il est là. Il faut voir, essayer de réfléchir comment on peut s'interagir avec, ou il faut construire un pont vers d'autres écosystèmes. On a l'Internet maintenant. Donc, j'ai pu, à travers Internet, par exemple, personnellement, créer un pont avec d'autres écosystèmes. Donc maintenant, il faut développer la communauté ici. C'est un challenge. Bon, on vient... Bon, on vient sur ce qui est vers le moral. Le bon moral est un facteur important dans la productivité de l'individu. En fait, il y a des gens qui vont vous dire c'est bien de faire de la méditation. Oui. Ou que la prière contribue à l'équilibre moral. En fait, quand on est... Bon, parce que je fais de la recherche dans le cerveau, je vais déjà reparler de ça par rapport au sommeil. C'est que quand on n'est pas conscient de ce qui entoure, le cerveau il fonctionne mieux. Parce qu'il n'est pas perturbé par l'extérieur. Quand il se concentre sur ce qui est extérieur, il doit se synchroniser, il doit se concentrer sur ce qui est tout autour, sur le moment. Mais ces expériences intérieures, il ne peut pas extraire des leçons. C'est pour ça qu'on dit toujours que la plupart des idées viennent pendant qu'on prend une douche, pendant qu'on court à l'extérieur, etc. Parce que quand on sort de l'environnement actuel, choisissez, bon, je vais redire certaines choses qui ont été dites. Il faut choisir les bons compagnons de route. Ceux qui remontent votre morale et vous rendent confiant. Donc, et là, la famille constitue un pilier important. Malheureusement, c'est une observation. La violence morale et physique envers les enfants détruisent leur personnalité et les démoralisent. Donc, dans ma famille, quand je vois, parfois il y a de la violence morale contre les enfants. Et on observe comme conséquence que ces enfants perdent leur confiance. Ils trouvent d'autres moyens pour récupérer cette confiance. Parfois Philippe ça, parfois dans les habits, ils essaient de se créer un style, etc. Il faut être derrière. Deuxième point. On a tous souffert pour les gens qui ont été bien dans leurs études. La non-acceptation d'orientation de passion particulière de l'enfant. Démoralise et l'oblige à abandonner sa passion. Je reviens aussi sur l'exemple de dessin, etc. La famille juge l'enfant dans ses résultats, mais ne garantit aucun suivi.
C'est paradoxal. Donc, quand vous êtes un manager, vous gérez le projet, vous faites un suivi, après, vous pouvez juger les résultats par rapport aux gens, ce qu'ils ont fait. Mais si vous ne faites pas du management, vous ne faites pas la gestion, vous n'avez aucun droit de juger les personnes. Okay. La santé, c'est très important. Bon, c'est une expérience personnelle. Il faut comprendre les besoins particuliers de votre corps. J'avais passé une période, bon, il y a quelques mois, je me sentais très fatigué. Bon, j'avais pris une cure, ce qu'on appelle magnésium, parce que c'est très important pour le cerveau, etc. Et ça m'a permis de récupérer un petit peu. Alors j'ai compris que bien se nourrir, c'est très important. Il faut essayer de comprendre les besoins de l'être humain, essayer de bien se nourrir et bon, les sportifs connaissent ça parfaitement. Donc ils choisissent la nourriture avant de faire une compétition par rapport à leurs besoins corporels. Okay? Bon, si vous êtes des gens qui ont plus des efforts intellectuels, bon. Le sommeil, persévérer, bon, c'est un point très important, le sommeil c'est très important. Persévérer sur une tâche en éveil vous fait avancer de 8% dans la maîtrise. Mais dormir, c'est des recherches, hein, mais dormir après un apprentissage vous fait avancer de 20% dans la maîtrise. Parce que c'est ça, quand on se déconnecte de l'extérieur, chaque partie du cerveau peut faire de l'entraînement pendant notre sommeil. Et l'activité cérébrale augmente. Et on peut avancer dans notre maîtrise. Et ça, c'est le dernier point, c'est l'éthique et bienfaisance. J'ai observé, et ça a été dit pendant cette journée, que les gens qui réussissent, c'est des gens qui ont une bonne éthique. C'est pas pour... c'est ça, c'est par rapport au test que vous avez été... C'est le premier test, c'était l'éthique. On compte sur vous. Donc, l'éthique doit être le guide principal de vos comportements. Et des données de votre temps aux autres. Je vais vous expliquer pourquoi. On reçoit du bien en donnant du bien. On reçoit du bien en donnant du bien. Ouvrez des portes aux autres et Dieu vous ouvrira les portes. Dieu avec les gens qui aident notre enfant. Donc c'est très important parce que je crois en fond de moi, c'est le fait que quand j'aide les autres que j'ai eu, bon, une anecdote, bon, je vais terminer par ça. J'avais fait une présentation il y a quelques mois à l'USTHB. Et sur Total, j'avais plusieurs mois que je n'ai pas eu de projet. C'était de 8h jusqu'à 14h, 15. C'était une présentation toute la journée sur le développement de logiciel. Quand j'arrive chez moi, j'ouvre ma boîte mail, je vois une bonne nouvelle. Vous avez un nouveau projet et on va vous recruter sur Total. Très bien. Et je fais le lien, le fait que d'aider les autres, il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Donc à part ça, je pense que c'est pas mal.